15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministre du Travail participe à la 112e session de la conférence internationale du travail qui se tient actuellement à Genève. Et en Palestine, une frappe israélienne a fait au moins 33 morts dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Une délégation tripartite djiboutienne conduite par le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, participe actuellement à la 112e session de la conférence internationale du travail organisée par le Bureau international du travail qui se tient à Genève du 3 au 14 juin. La délégation est composée des représentants du gouvernement, notamment de l'ambassadeur de Djibouti à Genève, des hauts cadres du ministère du Travail, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs et des syndicats de travailleurs djiboutiens. Cette conférence réunit des délégués de 187 États membres de l'Organisation internationale du travail, offrant ainsi une plateforme unique pour échanger des perspectives et élaborer des politiques globales en matière de travail et de justice sociale. À cette occasion, plusieurs thèmes prioritaires ont été abordés, notamment le travail décent et l'économie des soins, la protection des travailleurs contre les effets du changement climatique et des risques biologiques, le programme de travail et le budget de l'organisation, ainsi que l'élection des membres de son conseil d'administration pour la période 2024-2027. Et lors de cette conférence, le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, a prononcé un discours dans lequel il a mis en avant les réalisations majeures du gouvernement djiboutien dans le domaine du travail. Il a souligné les avancées significatives en matière de protection sociale avec des mesures récentes visant à améliorer la sécurité et les avantages sociaux des travailleurs. On écoute le ministre. Je tiens tout d'abord à féliciter le directeur général pour son second rapport et pour son engagement continu en faveur de la justice sociale et du progrès économique partagé. Les thèmes de cette conférence, tels que soulignés par le directeur général de l'OIT, nous rappellent que dans un monde de plus en plus interconnecté, la coopération et l'action collective sont indispensables. Nous devons forger une coalition unie transcendant les frontières nationales et les différentes politiques pour promouvoir des politiques de développement qui respectent à la fois les droits humains et l'environnement. Permettez-moi également de saluer les efforts inlassables de tous les États, les employeurs et les travailleurs qui se sont engagés à promouvoir le travail décent et les droits humains fondamentaux. Depuis notre dernière rencontre l'année dernière, ici même à Genève, les relations entre États ont été mises à rude épreuve par les défis mondiaux sans précédent posés par des crises successives. Dans ce contexte difficile, la mission de l'OIT, promouvoir la justice sociale et les droits humains, revêt une extrême importance pour guider les actions collectives vers un monde post-pandémique plus juste, égalitaire et durable. Djibouti se félicite des discussions portant sur la protection contre les risques biologiques, les principes et les droits fondamentaux au travail, ainsi que sur la promotion du travail décent et de l'économie du soin. En effet, notre gouvernement s'est engagé à garantir la sécurité sanitaire de notre population en mettant en place des mesures préventives et curatives efficaces. En outre, nous avons renforcé notre système de santé en investissant massivement dans les hôpitaux, les centres de santé et la formation du personnel médical. Ces initiatives visent à réduire les risques liés aux maladies infectieuses et à renforcer la résilience de notre système de santé face aux futures menaces. S'agissant des principes et droits fondamentaux au travail, notre pays reste attaché à la promotion de conditions équitables, justes et inclusives pour toutes et tous. Poursuivant son discours, le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, a également mis en lumière les initiatives de promotion de l'emploi conçues pour créer de nouvelles opportunités professionnelles et réduire le taux de chômage. Le ministre a détaillé les programmes de formalisation destinés à régulariser le marché du travail informel et à offrir des conditions de travail plus stables et équitables aux employés. Notre Code du travail dispose d'un arsenal de dispositions visant à créer un environnement professionnel exempt de violence et d'intimidation, favorisant ainsi l'autonomisation des femmes et leur participation pleine et effective à la vie socio-économique.
Les dialogues et le tripartisme sont les fondements de notre action. Nous reconnaissons que seul un partenariat solide entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs peut assurer des progrès durables vers la justice sociale. Chers collègues, mesdames et messieurs, en ce qui concerne les thèmes de cette conférence, le travail décent et l'économie du soin, je souhaite souligner l'importance d'ordre capital de ce sujet pour mon pays. Le secteur informel représente encore une large proportion de notre main-d'œuvre, principalement composée de femmes. Cependant, sous l'impulsion du chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, un plan national a été initié. Nous assistons progressivement à une formalisation croissante de ces activités, offrant ainsi davantage de protection juridique et sociale aux personnes concernées. Les aidants familiaux, majoritairement des femmes, jouent un rôle vital dans la prestation des services de soins non rémunérés. Nous croyons fermement que le travail des soins doit être reconnu et valorisé en tant que contribution essentielle à notre société et à notre économie. En investissant dans le travail des soins et en soutenant les aidants familiaux, nous pouvons construire un monde plus juste, plus équitable et plus inclusif pour toutes et tous. Pour conclure, permettez-moi de réaffirmer l'engagement indéfectible de la République de Djibouti envers les objectifs de l'OIT et la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Nous continuerons à collaborer étroitement avec l'ensemble de nos partenaires pour construire un avenir meilleur où chacun peut bénéficier d'opportunités égales et contribuer activement au bien-être collectif. Dans l'actualité également, dans le cadre de la vulgarisation du rapport d'analyse budgétaire et de l'espace fiscal de la protection sociale, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a organisé un atelier de dissémination et de renforcement des capacités. Cet atelier, présidé par la secrétaire générale Amina Ahmed, a eu lieu les 5 et 6 juin dernier à l'hôtel Sheraton en présence de la représentante de l'UNICEF et de la représentante du PNUD. La protection sociale à Djibouti est une priorité publique accrue. En 2023, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a lancé la stratégie nationale de protection sociale non contributive sur le renforcement du capital humain 2023-2027 qui s'inscrit dans le cadre de la vision 2035 du gouvernement djiboutien. Cette stratégie vise à renforcer les aides sociales en faveur des ménages les plus vulnérables et à appuyer leur résilience face au choc. Cependant, le secteur est confronté à des défis majeurs et pour répondre à ces défis, une analyse budgétaire et de l'espace budgétaire pour la protection sociale a été commandité par le ministère des Affaires sociales et l'UNICEF. Cet atelier a réuni des acteurs clés du secteur de la protection sociale, des représentants des ministères et partenaires sectoriels, des organisations internationales et des experts en gestion budgétaire. L'objectif étant de présenter les conclusions des rapports d'analyse budgétaire et de l'espace fiscal, de renforcer les capacités des participants et de discuter des stratégies pour améliorer l'efficacité des dépenses de protection sociale. On a 3 collaborations avec le ministère des Affaires sociales et de Solidarité et l'UNICEF, avec le support technique de notre bureau régional, à travers des études détaillées, des documents relatifs à la protection sociale à Djibouti, au budget et dépenses y afférentes et de nombreuses consultations avec de divers experts sectoriels et autres parties prenantes de la protection sociale. Et je vous félicite pour cette réussite. Pour que le système de protection sociale de Djibouti soit durable et efficace, il était essentiel que nous discernions de façon claire la configuration de son financement qui nous permettra à la suite d'optimiser les ressources disponibles au sein de tous les départements sectoriels du gouvernement et qui contribuent ou il s'agisse directement dans ce secteur. Suivant à présent l'intervention de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Cet événement marque une étape importante dans notre quête commune pour améliorer le système de protection sociale à Djibouti. L'étude que nous présentons aujourd'hui est le résultat de plusieurs mois de travail rigoureux d'analyse approfondie, des consultations avec diverses parties prenantes. Elle vise à fournir une compréhension claire de l'espace fiscal et budgétaire disponible pour la protection sociale dans notre pays. Et les résultats de cette étude sont cruciaux pour orienter nos politiques futures.
La stratégie nationale de protection sociale non contributive qui passe aujourd'hui au Parlement pour le renforcement du capital humain 2023-2027 met en évidence notre engagement à renforcer les filets sociaux de sécurité pour les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants. Ces stratégies visent à assurer un accès équitable aux services sociaux de base, à promouvoir l'éducation, la santé, le bien-être et à réduire les inégalités. Le gouvernement également a initié sur fonds propres des programmes phares tels que le programme d'assistance sociale santé, le programme national de solidarité famille, le programme pour les étudiants des régions de l'intérieur, le programme pour les enfants à besoins spécifiques et d'autres programmes aussi, et surtout de programmes pour accompagner les familles sinistrées. Donc tout ce programme, je insiste, a été initié sur fonds propres par le ministère des Affaires sociales à travers le Fonds social. Également, ce programme a été accompagné, complété par d'autres financements tels que nos partenaires ici présents, le PAM, la Banque mondiale soutiennent toutes les initiatives que le ministère des Affaires sociales a lancées pour offrir un certain nombre de services de protection sociale aux familles les plus défavorisées. Dans le cadre des commémorations de l'indépendance nationale, la radiodiffusion-télévision de Djibouti et la Commission nationale de la communication ont produit une série de podcasts sur les différentes périodes et les différents événements de l'histoire coloniale. Exploitation, oppression, résistance et enfin libération, ces séries de podcasts illustrés par des archives de l'époque veulent rappeler aux Djiboutiens les sacrifices consentis par leurs ancêtres et les descendants de ces derniers pour la libération de notre pays du joug colonial. La RTD diffusera ainsi chaque soir dans les 4 langues un podcast sur un événement ou une période jusqu'au 27 juin. Voici la bande-annonce. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre les explications du président de la Commission nationale de la communication, Ali Mohamed Dimbio. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier la RTD pour sa précieuse collaboration autour de cette série des podcasts que nous avons si joliment intitulé « Le relais de l'indépendance ». Ce projet est né d'un constat qui peut, et à mon avis, doit nous alarmer tous. En effet, nous avons constaté que beaucoup de Djiboutiens ne connaissent pas ou connaissent superficiellement l'histoire de leur pays. Or, comme le dit un adage populaire, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un arbre sans racines. La deuxième raison qui nous a poussé à entreprendre ces projets découle aussi d'un second constat. En effet, jusqu'à présent, l'histoire de notre pays n'a jamais été écrite du point de vue des Djiboutiens. Et nous pensons qu'il est temps que l'histoire de notre pays soit aussi écrite du point de vue des Djiboutiens, c'est-à-dire du point de vue de ceux qui en ont été victimes, de ceux qui ont souffert des méfaits et des affres de la colonisation. Et comme le dit si bien un adage africain, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse va raconter la gloire du chasseur. Enfin, la troisième raison de ce projet tient à l'émergence d'une mémoire collective nationale. En effet, si nous avons décidé de raconter la longue histoire de notre peuple, c'est aussi pour sortir des mémoires fragmentées,
ou communautaire et pour privilégier la mémoire collective. Car c'est la mémoire collective qui nous sert des romans nationaux et qui cimente notre unité nationale et notre communauté nationale. Voilà, à mon sens, les trois exigences qui ont justifié la réalisation de ces podcasts que nous avons, encore une fois, voulu appeler les relais d'indépendance. Et le directeur général de la RTD, Aden Abdi-Jama, est également intervenu à l'occasion du lancement de cette série de reportages. Regardez, il s'est exprimé en ces termes. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La RTD, en collaboration avec la Commission nationale de la communication, vous présente une série de reportages innovants sur l'histoire coloniale jusqu'à la cession de l'indépendance de notre pays. Une série de reportages intitulés « Le relais de l'indépendance » pour faire connaître à la nouvelle génération l'histoire de l'indépendance du point de vue des historiens djiboutiens. Cette initiative a été réalisée grâce à une forte collaboration entre la RTD et la CNC pour produire ce documentaire sur l'histoire de notre pays, et ceci dans toutes les langues, en français, en arabe, en somali et en afar. C'est pourquoi je tiens à présenter mes remerciements à la CNC pour nous avoir soumis ce concept innovant. Comme je tiens également à adresser mes hommages au professionnalisme du personnel de la RTD pour le grand travail de recherche de données historiques dans l'archive de la RTD afin que ces projets aboutissent. En nouvelle nationale toujours, la caravane des festivités du 47e anniversaire a fait escale dans la soirée du 7 juin au Centre de développement communautaire CDC d'Anguela. Sous un ciel étoilé et dans une ambiance plus festive, la soirée a été ponctuée par une animation musicale exceptionnelle qui a réuni un public enthousiaste et varié venu célébrer cet important jalon de notre histoire nationale. Les vedettes présentes ont captivé le public avec des chants patriotiques et des danses mêlant tradition et modernité, et la soirée a vu la participation de plusieurs personnalités importantes, dont les honorables députés, la sous-préfète du 1er arrondissement, les hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des élus locaux, ainsi que des représentants des mouvements associatifs de jeunesse et des femmes de ce quartier cosmopolite.
Et la célébration du 47e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes s'est bien déroulée également dans la localité de Hol-Hol où l'école militaire Hassan Gouled est installée. Cette année, la célébration du 47e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes s'est bien déroulée à l'ancien aérodrome où l'ensemble des habitants ont pu participer à cet événement. Permettez-moi de vous adresser quelques mots empreints de reconnaissance, de gratitude et d'espoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer notre reconnaissance à Allah le Tout-Puissant pour la paix et la stabilité dont jouit notre cher pays. En ces jours mémorables, nous rendons hommage aux martyrs qui ont donné leur vie sur le champ d'honneur. J'ai prié à Allah de combler de sa miséricorde ces vaillants soldats qui ont donné beaucoup de leur existence pour la sécurité et la quiétude de notre nation. En ce moment, mes pensées se tournent également à nos frères et sœurs palestiniennes qui souffrent à Gaza. Puissent-ils trouver la paix, la justice dans un monde où la solidarité et la compassion sont plus que jamais nécessaires. Je vous invite à observer une minute de silence pour lire la Fatiha à la mémoire de tous les disparus, qu'ils soient nos soldats tombés au combat ou les civils victimes des conflits, que leur âme repose en paix. Permettez-moi également, devant vous tous, de témoigner ma profonde admiration envers le président de la République, chef suprême des armées, son Excellence, Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, grâce à sa vision éclairée et son leadership avisé. Il a su hisser Djibouti à une position privilégiée sur la scène internationale. Sa vision Djibouti 2035, qui célèbre son 10e anniversaire cette année, a su intégrer efficacement la politique de défense. Cette synergie entre la politique et la défense a renforcé la visibilité de Djibouti, tant sur le plan politique que militaire. Et après donc la cérémonie et l'intervention du commandant de l'école militaire de Hol-Hol, s'en est suivi la traditionnelle parade militaire ainsi que le dépôt de gerbes.
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. السلام عليكم يا أهل الديار وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واجزهم ظلم. اللهم واسع مدخلهم وادخلهم الجنة واغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم نور مقعدهم وعدل مشهدهم ودائما مضجعهم. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. Célébration également, mais cette fois-ci à Ali Ouné, où donc le 47e anniversaire donc, de la création des forces armées djiboutiennes s'est bien déroulé dans cette localité cette année. Donc toutes les forces armées djiboutiennes étaient rassemblées donc, et les jeunes commissionnés formés à Ali Ouné étaient rassemblés sur la place d'honneur pour la commémoration de cet anniversaire. Regardez. Le bataillon d'intégration rapide rassemblé, effectif dans le rang, 3 ans, avançant en Roland. L'ensemble rapprouve. Garde-vous. Ordre du jour du Shamga. À l'occasion du 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. C'est avec une grande fierté et un profond respect que nous célébrons aujourd'hui le 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. En cette occasion solennelle, permettez-moi de vous adresser quelques mots empreints de renaissance, de gratitude et d'espoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer notre reconnaissance à Allah, le Tout-Puissant, pour la paix et la stabilité dont jouit notre cher pays. En ces jours mémorials, nous rendons hommage aux martyrs qui ont donné leur vie sur le champ d'honneur. J'ai pris Allah de combler de sa miséricorde ces veillants soldats qui ont donné beaucoup de leur existence pour la sécurité et de la quiétude de notre nation. En ces moments, mes pensées se tournent également vers nos frères et sœurs palestiniens qui souffrent à Gaza. Puissent-ils trouver la paix, la justice dans un monde où la solidarité et la compassion sont plus que jamais nécessaires. Je vous invite à observer une minute de silence pour lire la Fatiha à la mémoire de tous les disparus, qu'ils soient nos soldats tombés au combat ou les civils victimes des conflits. Que leur âme repose en paix. Amen.
Après le sud du pays, nous nous rendons au nord, notamment à Douméra, où à l'instar des autres régiments installés dans toutes les régions du pays, la cérémonie du 47e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes s'est déroulée avec le déplacement du chef de corps du régiment interarmé d'Obok, le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf. Ordre du jour du CMGA, à l'occasion du 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. C'est avec une grande fierté et profond respect que nous célébrons aujourd'hui le 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. En cette occasion solennelle, permettez-moi de vous adresser quelques mots empreintes de reconnaissance, de gratitude, d'espoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer notre reconnaissance à Allah, le Tout-Puissant, pour la paix et la stabilité dont jouit notre cher pays. Enfin, je vous assure de mon soutien indéfectible en tant que chef d'état-major général des armées. Je m'engage à veiller à ce que vous disposiez des ressources et du soutien nécessaires pour accomplir votre mission. Ensemble, nous continuerons à avancer, à innover et à renforcer notre armée pour qu'elle demeure une force redoutable et respectée. Inquintino, Mindnimo, Al-Wahda, l'unité. Vive la République de Djibouti. Vive le peuple djiboutien. Et la cérémonie s'est poursuivie avec la parade militaire, avec à leur tête le capitaine Mohamed Omar Youssouf, notant aussi que la population du secteur de Douméra a massivement participé à cette cérémonie et n'a pas ménagé son enthousiasme.
يستبشرون بالذين لم يلحقون بهم ومن خدمة وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. موتهاي عسكريو إنا تغيي تالكي كوباني مادا وغوبيو علنكيو أرلادو. Dans le cadre du renforcement des capacités techniques de plaidoyer, de communication et de partenariat des organisations de la société civile djiboutienne avec le gouvernement, un atelier de consultation multipartite du plan d'action triennal des associations s'est clôturé au Palais du Peuple. Il s'agit là pour le consortium ONG PLA Institut Erika, initiateur de ce programme, de renforcer les consultations multipartites pour aligner les objectifs et résultats attendus du plan d'action avec les stratégies nationales sectorielles et les PDR régions. Organisé par ce consortium ONG, PLA et l'Institut Erika, cet atelier a vu la participation des représentants de la société civile et des représentants des différents ministères sectoriels. Il s'agissait également d'une réunion de restitution et de concertation sur le plan triennal de l'organisation de la société civile axée sur des projets prioritaires, notamment l'eau, l'assainissement et la sécurité alimentaire. L'objectif étant de promouvoir les rôles et les activités de la société civile au service de leurs concitoyens et plus efficaces dans leur région et action, a souligné le président du Forum de la société civile, Souleymane Daher. Aujourd'hui d'être là à la clôture de cet atelier de 4 jours qui vient achever un travail que nous avons commencé avec notre consortium, au sein de notre consortium, pour structurer et mettre en place le forum des ONG et associations pour le développement durable. Comme je l'ai dit, c'est un travail qui a pris beaucoup de temps. Je suis contente d'entendre aussi les mots du président qui s'inscrivent dans une continuité des actions. Donc aujourd'hui, nous arrivons au terme d'un processus, comme je l'ai dit. Vous avez eu l'occasion pendant 4 jours d'échanger avec les départements sectoriels, avec les élus locaux, avec les préfectures, sur le plan d'action que vous-même vous avez construit, mais pour voir aussi quelle était la convergence et la complémentarité que vous pouvez apporter aux départements sectoriels ou au plan de développement régionaux porté par les collectivités régionales. C'est un grand travail que nous venons de parachever avec l'assistance de vos membres et la participation de tout le monde. Et à l'issue de cette réunion, notre équipe de reportage a recueilli pour nous les réactions et les impressions des participants. Je m'appelle Souleymane Daher Moussa. Je suis le président du forum des ONG et associations de l'arbitre de Djibouti pour le développement durable. Nous sommes là aujourd'hui, nous avions été pendant 4 jours dans un atelier de formation au Palais du Peuple. Aujourd'hui, c'est la clôture, nous avons clôturé. La formation a été initiée par le consortium PLA Erika. Ça vient de finir, ça a été un atelier d'échange, de partage, d'expérience. Et ça a été un atelier très enrichissant. J'ai dit bien très, très enrichissant. L'atelier consistait de présenter un plan d'action triennal préparé il y a presque une année. Avec l'ERICA. Le plan d'action a été présenté aujourd'hui aux OSC, à la société civile djiboutienne. Et bientôt, il y aura un autre atelier, d'autres ateliers. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Une frappe israélienne tôt sur une école abritant des Palestiniens déplacés dans le centre de Gaza a tué au moins 33 personnes, dont 12 femmes et enfants, selon des responsables locaux de la santé. Il s'agit du dernier exemple en date de perte massive parmi les Palestiniens qui tentent de trouver refuge alors qu'Israël étend son offensive. Un jour plus tôt, l'armée a annoncé un nouvel assaut terrestre et aérien dans le centre de la bande de Gaza. Les troupes ont à plusieurs reprises regagné des parties de la bande de Gaza qu'elles avaient déjà envahi, soulignant la résistance du groupe militant malgré l'assaut israélien qui dure depuis près de 8 mois. Au début de l'année, l'armée a mené une offensive de plusieurs semaines à Bourejdj et dans plusieurs autres camps et réfugiés situés à proximité dans le centre de la bande de Gaza. Les troupes se sont retirées du camp de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza vendredi après des semaines de combats qui ont provoqué des destructions massives.
Et enfin, environ 181 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde sont en situation de pauvreté sévère, un nombre qui augmente de 50% le risque d'émanciation d'une forme de malnutrition potentiellement mortelle. Publié le 6 juin 2024, le nouveau rapport de l'UNICEF analyse les impacts et les causes de privation alimentaire chez les plus jeunes dans près de 100 pays et dans toutes les catégories de revenus. Il met en garde contre le fait que des millions d'enfants de moins de 5 ans ne sont pas en mesure d'accéder à un régime alimentaire nutritif et diversifié leur permettant d'assurer une croissance et un développement optimal au cours de leur petite enfance et au-delà. Et dans la bande de Gaza, des mois d'hostilité, de restriction de l'aide humanitaire ont provoqué l'effondrement du système alimentaire et sanitaire. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.